Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert. Vous êtes sur la télé de Lyon et je suis très content de vous présenter cette émission. Une émission qui arrive en plein été parce que c'est aussi un moment de prévention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette émission est totalement dédiée à la Ligue contre les cancers. En tous les cas, certains cancers. Nous sommes ici avec deux spécialistes de lutte contre le cancer, chacun dans sa spécialité. Permettez-moi de vous les présenter. Je suis donc avec Noélia Trémaud qui est chargée de prévention. Vous êtes diététicienne, je vais y arriver, nutritionniste depuis 5 ans au sein de la Ligue contre le cancer du comité de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'au plateau et j'espère qu'avec vous, on va pouvoir apprendre plein de choses, en tous les cas, sur les suivis de patients qui sont touchés par le cancer. Voilà. Et vous nous expliquerez justement tout au long de l'émission ce que vous apportez, ce que vous faites avec vos patients. Et puis, en face, nous avons Stéphane Cornelis. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, docteur. Vous êtes médecin coordinateur au comité régional de coordination des dépistages des cancers depuis plus de 10 ans. Vous êtes ancien médecin généraliste et médecin du travail. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci à vous également d'avoir pris du temps pour venir ici et puis pour continuer de faire cette prévention, que vous le faites sur le terrain, que vous le faites dans vos bureaux ou que vous le faites sur les médias. En tous les cas, merci à vous d'être ici. On démarre ? Oui. On va tout savoir sur un certain nombre de choses à savoir. Que vous soyez en vacances, vous êtes peut-être en ce moment même sur une plage, au bord d'un étang, et puis vous regardez votre téléphone et vous tombez sur cette émission. Et puis peut-être que jamais vous avez pris soin de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais posé la question de vous dépister, que ce soit le cancer, pour lutter évidemment encore une fois contre le cancer du côlon, dont vous êtes un spécialiste, pour vous mesdames, pour le cancer des seins, et plein d'autres encore, pour évidemment le cancer du poumon, du tabac, et chaque année, il y a des mois qui sont totalement dédiés à ça, où beaucoup de préventions sont faites. Et justement, docteur, vous qui donc œuvrez tout au long de l'année et depuis donc plus de 10 ans, en quoi consiste, on va démarrer comme ça, en quoi consiste votre métier? Et puis ça sera la même question pour vous. Mon métier, c'est de la santé publique. En fait, on pilote 3 programmes de dépistage organisé de cancer. Et quand on parle de dépistage organisé, on parle de dépistage qui sont proposés à une population, pas qu'à des individus, mais c'est des individus dans cette population. Par exemple, le dépistage organisé du cancer du sein, on propose à toutes les femmes de 50 à 74 ans de faire une mammographie tous les 2 ans avec une double lecture des clichés. Double lecture des clichés. Oui, c'est ce qui fait la spécificité du programme de dépistage organisé par rapport au dépistage individuel. Une patiente, donc entre 50 et 74 ans, peut bénéficier de ce dépistage organisé. Elle va passer sa mammographie, la femme va passer sa mammographie dans un centre agréé pour le dépistage, et elle va bénéficier, si les clichés sont normaux en première lecture, elle va bénéficier d'une deuxième lecture par un deuxième radiologue. D'accord. Alors c'est pour essayer de fiabiliser au plus le résultat de la mammographie qui n'est qu'un test de dépistage. Ce n'est pas un test de diagnostic. Oui, c'est différent, absolument. Voilà, c'est pour essayer de fiabiliser au plus. Alors, comme toute chose, c'est faillible, mais si une femme fait son dépistage tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, si jamais elle a un jour un cancer du sein, elle a toutes les chances de le voir être diagnostiqué à un stade très précoce. Et qui dit stade précoce, dit guérison. En fait, c'est tout simple, c'est qu'on a 90% des femmes qui sont détectées grâce au programme de dépistage organisé, qui aujourd'hui sont en rémission complète, guéries de leur cancer. Parce qu'ils se sont dépistés en amont très tôt. Mais pourquoi vous dites entre 50 et 74 ans? Parce que c'est un programme de santé publique qui a été organisé par les autorités de santé en 2003. Et évidemment, c'est aussi à cause du nombre de cancers du sein. Schématiquement, il y a 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France chez les femmes, mais c'est de 15 ans à 90 ans. Sauf qu'on sait que 60% des cancers du sein sont détectés entre 50 et 74 ans. D'accord. Et puis pour d'autres raisons, la mammographie, qui est une radiographie des seins, n'est pas suffisamment performante avant 50 ans. Elle peut être utilisée entre 40 et 50, mais elle doit systématiquement, à ce moment-là, être couplée avec l'échographie dans cette tranche d'âge. Parce que le sein est trop dense et les rayons X qui passent à travers ne permettent pas de faire une lecture optimale. D'accord, donc là c'est une première réponse. C'est le test de dépistage, c'est la mammographie, mais elle est très pertinente entre 50 et 74. Et c'est pour cette raison qu'on invite que cette tranche d'âge-là. D'accord, ok. Avant 50 ans, on est dans le dépistage individuel. Après 74 ans, on revient dans le dépistage individuel. Il ne faut pas arrêter de se faire dépister.
Très bien. Tout au long de sa vie. C'est un premier axe justement sur le cancer du sang. On parlera ensuite du cancer du dépistage du cancer du côlon. Mais tout d'abord, en quoi consiste également votre métier? Alors moi, du coup, j'ai un peu une double casquette sur le comité. Je suis diététicienne, donc du coup, j'accompagne les personnes touchées par le cancer au niveau de leur alimentation et de leur hygiène de vie en général, tout ce qui gravite autour. Donc je peux les rencontrer à tout stade de la maladie, que ce soit au tout début des traitements, pendant et même après si besoin. Après les traitements lourds, il y a certains traitements comme l'hormonothérapie quand une femme a eu un cancer du sein hormonodépendant qui dure 5 à 10 ans. C'est pas un traitement lourd entre guillemets, mais qui peut avoir des effets secondaires au quotidien, dont la prise de poids. Donc je peux les accompagner un peu plus au long cours sur ces sujets. Et c'est vrai que pendant les traitements, et notamment pendant les traitements lourds, il peut y avoir un impact en fait sur leur alimentation, sur leur prise alimentaire. On peut prendre du poids, perdre du poids aussi beaucoup. Est-ce qu'on peut perdre l'appétit? Oui, complètement. Perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des inflammations au niveau de la bouche, par exemple, des problèmes de transit. En fait, je peux les accompagner sur toutes les différentes sphères où ils ont besoin, où il y a finalement un impact sur leur alimentation et ça peut aussi impacter l'efficacité des traitements ou comment les personnes les supportent aussi. L'idée, c'est vraiment de limiter les effets secondaires, on va dire, plus importants et que les personnes puissent avoir un meilleur confort au cours de ces traitements. Donc vous adaptez en fait leur alimentation en fonction de la problématique, c'est ça? Oui, complètement. Et aussi, si ils sont en traitement lourd, il y a aussi des spécificités vis-à-vis de certains traitements, des contre-indications, etc. Donc je les informe et je les conseille sur ce qu'ils font déjà de bien et sur ce qu'ils peuvent améliorer, on va dire, au quotidien, sur l'alimentation, mais aussi sur l'activité physique, sur la gestion du stress, le sommeil. En fait, sur leur bien-être, c'est ce que je leur dis il y a un rôle en général. de psychologue aussi. Alors non, ça j'ai la chance et la richesse de travailler avec des psychologues dans mon équipe au niveau de la Ligue. Donc je leur laisse cet accompagnement, mais en effet, il y a toute une approche même comportementale dans l'alimentation et toute la bienveillance qu'il faut apporter dans cet accompagnement, puisque ces personnes traversent des épreuves de vie importantes aussi, donc on est là pour les accompagner. Mais c'est vrai qu'on a la chance au niveau de la Ligue d'avoir une équipe pluridisciplinaire, puisqu'en fait on est une association et on propose donc du coup des accompagnements, des soins de support comme on appelle. On est autour du soin finalement. On a la chance de pouvoir proposer grâce aux dons qu'on reçoit gratuitement cet accompagnement, que ce soit les psychologues, moi donc au niveau diététique, mais il y a aussi la socio-esthéticienne qui peut intervenir, de l'activité physique adaptée, de l'art-thérapie, de la sophrologie, différents soins de support pour les accompagner, des aides financières. On finance aussi la recherche contre le cancer. D'accord. Et on a une dernière mission qui va introduire mon second métier, qui est la prévention des cancers, donc informer sur les facteurs de risque et de protection, et aussi faire la promotion des dépistages, souvent en lien avec le docteur Cornelis. Oui, docteur, on a cru comprendre qu'il y avait effectivement 2-3 associations importantes dans le département de Lyon qui sont systématiquement où il y a des ponts très empruntées entre toutes ces associations. Oui, elles sont synergiques. La Ligue contre le cancer, le comité de Lyon, Tabagir, qui aide à lutter contre le tabagisme, qui est un facteur de risque de cancer et pas que de cancer. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires. Le tabagisme est responsable de beaucoup de choses. Mais il est responsable de 45 000 cancers par an. Donc c'est assez considérable. Et puis le CRCDC, donc le dépistage organisé des cancers, donc le sein, le colorectal et le col de l'utérus. Donc c'est des programmes importants. Voilà. Justement, le colorectal, quand on rentre dans des mots un peu comme ça devient compliqué. Du côlon. Le côlon, effectivement, on a parlé rapidement, évidemment. On pourrait passer des heures, évidemment, à en parler, mais on a parlé du cancer du sein tout à l'heure, l'importance, justement, de se détecter le plus tôt possible, et puis de continuer de le faire tous les 2 ans, comme vous l'avez souligné. Mais le côlon, est-ce que le dépistage se fait de la même manière, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans, ou est-ce que c'est différent ?
Oui, ça se fait entre 50 et 74 ans parce que 95% des cancers colorectaux sont détectés à partir de 50 ans. 95% des cancers du côlon. Ouais. Donc en fait, le premier facteur de risque de cancer du côlon, c'est l'âge. Plus on avance dans la vie, plus on risque d'avoir un cancer du côlon. Alors, tout le monde n'a pas un cancer du côlon, mais il faut savoir que le cancer du côlon, la plupart du temps, apparaît à la suite d'un polype. C'est une petite excroissance dans la lumière intestinale. Eh bien, certains de ces polypes peuvent dégénérer et provoquer le cancer du côlon. Et donc, en fait, le but du dépistage, ça va être de détecter surtout des polypes, c'est-à-dire des états précancéreux. C'est ça qui fait toute la force de ce dépistage, qui est très simple. Il suffit de faire une recherche de sang non visible à l'œil nu tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, avec un seul prélèvement. Ça permet de débusquer surtout des polypes et parfois de débusquer un cancer du côlon dans un très petit nombre de cas. Mais quand on va le débusquer à ce moment-là, il n'a pas donné de symptômes puisque le test s'adresse uniquement aux personnes qui n'ont aucun symptôme digestif ou si on voit du sang dans les selles, c'est pas la peine de faire le test, on sait qu'il y a déjà du sang. Et s'il y a du sang dans les selles de façon microscopique, eh bien, la seule chose à faire, c'est de faire une coloscopie. Donc, c'est le gastro-entérologue qui va faire une coloscopie et c'est là qu'on va découvrir les fameux polypes, la plupart du temps, qu'on va retirer lors de la coloscopie. Donc, la personne qui a des polypes sans le savoir, qui a 50 ans, il y a un grand nombre de personnes qui ont des polypes et qui ne le savent pas. Et on ne peut pas proposer une coloscopie à l'ensemble de la population. Ce serait trop invasif. Et bien, le simple test, tous les 2 ans, ça permet de détecter un grand nombre de polypes, de les retirer avant qu'ils deviennent des cancers et parfois de tomber sur un cancer débutant. Et c'est plus facile, effectivement, à soigner à ce moment-là. Même vous disiez en off tout à l'heure, c'est 90%, voire 100% de chance d'être soigné. C'est ça, d'être guéri. C'est-à-dire que parfois, la seule coloscopie va permettre de retirer un polype qui commence à dégénérer et le traitement va s'arrêter là. La personne avait déjà un cancer débutant et le traitement, eh bien, on lui a retiré le polype, terminé. Après, elle sera surveillée, cette personne, on va la surveiller par coloscopie régulièrement, ça c'est très important, tout au long de sa vie après. Mais voilà, on a un grand nombre de cas, je peux vous dire, moi je vois dans les dossiers de suivi, je vois un grand nombre de personnes qui sont dépistées au stade précancéreux. Et donc ces personnes-là, à la limite, on change leur parcours de vie parce qu'on leur évite l'apparition d'un cancer qui met quand même des années à se produire. Ce n'est pas un cancer qui vient d'un seul coup. Et bien ces personnes-là, on change leur parcours de vie en fait sans qu'elles le sachent vraiment, si vous voulez. Et donc le secret, c'est de bien faire son dépistage tous les 2 ans, à partir de 50 ans. Si on n'a pas de facteur de risque identifié de cancer du côlon. Oui, parce que vous disiez qu'en fonction de la personne que vous avez en face de vous, si cette personne a eu un frère, un père, un grand-père qui a eu déjà un cancer, c'est directement là une coloscopie. Oui, là on fait de la coloscopie de dépistage. Donc si vous voulez, il y a 3 niveaux de risque dans la population générale. Vous avez le risque moyen, c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucun symptôme, aucun antécédent personnel ou familial, c'est 80% de la population. Toutes ces personnes, à partir de 50 ans, il faut faire le test tous les 2 ans. Voilà. Vous avez les risques élevés, c'est-à-dire des personnes qui ont des facteurs familiaux de prédisposition. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille a eu ou est traité pour un cancer du côlon. Ces personnes-là, effectivement, sont plus à risque. Elles sont plus à risque, comme les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est déjà diagnostiquée, maladie de Crohn, rectocolite. Ces gens-là doivent avoir des coloscopies de dépistage et non pas le test. Donc c'est simple. Et puis vous avez les rares, heureusement, mais il y en a quand même, des personnes qui sont à très haut risque. Les gens qui ont un gène de prédisposition. Alors, c'est des histoires familiales très évocatrices, donc on va essayer de leur détecter ce gène de prédisposition. On fait de l'oncogénétique aujourd'hui. Et ces personnes qui sont à risque de syndrome de Lynch ou de polypose adénomateuse familiale, ces personnes-là doivent être surveillées très, très régulièrement, dès leur plus jeune âge, par les gastro-entérologues. Donc, vous voyez, la population, schématiquement, il y a 3 niveaux de risque. 80% des personnes sont dites à risque moyen. Donc, c'est des personnes qui n'ont aucun symptôme, qui vont très bien, et à partir de 50 ans, on leur propose éventuellement de changer le cours de leur vie, mais il faut qu'elles fassent le dépistage. Voilà. Alors justement, j'ai une question que tout le monde se pose, et moi le premier, est-ce qu'une coloscopie est douloureuse ? Absolument pas. Parce qu'il y a des on-dit. Alors voilà, la coloscopie, la plupart du temps maintenant, dans l'immense majorité des cas, se fait sous anesthésie courte. Anesthésie courte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas une anesthésie pour une chirurgie de 3 heures, vous voyez ? C'est une anesthésie qui dure 20 minutes. Donc en général,
bien sûr, il y a des contraintes. Il faut voir un anesthésiste. Et ensuite, le gastro-entérologue va vous faire l'examen. Ce qui est le plus pénible de l'examen, c'est pas l'examen dans ce cas-là, parce qu'on ne sent rien quand on fait une coloscopie. On nous endort complètement? Oui, complètement. Okay. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui, il y a très longtemps. Mais on peut même faire des coloscopies sans anesthésie dans certains cas particuliers, plutôt rares, mais la plupart, on le fait sous anesthésie courte, ce qui est un confort considérable pour les patients. En général, les patients disent « Docteur, quand est-ce qu'on commence ?» Et là, on répond « C'est déjà fait. » Voilà. Non, mais c'est important de le préciser, ça rassure beaucoup de gens. Mais oui. Et moi, le premier, qui est 50 ans, on en parlait tout à l'heure, je sais que je vais y passer incessamment sous peu. D'ailleurs, petite question là-dessus, on est censé recevoir à 50 ans, par la sécurité sociale, je crois, un kit ou une invitation, je crois. Invitation. Voilà, on reçoit un courrier d'invitation dans lequel on vous explique que c'est important pour vous de faire ce dépistage. On vous explique aussi les cas que j'ai cités. Si vous êtes à risque, non, il ne faut pas faire le test, il faut aller voir le gastro-entérologue. Donc vous repassez par votre médecin traitant. Et si vous êtes éligible, il y a 3 moyens d'obtenir le kit aujourd'hui. C'est très facile. Vous avez reçu votre courrier d'invitation. Vous pouvez demander à votre médecin traitant, qui est votre premier interlocuteur, qui vous donnera le kit si vous êtes éligible. Vous pouvez aller à la pharmacie, parce que la plupart des pharmaciens d'officine maintenant peuvent distribuer les kits en vous interrogeant sur vos antécédents, etc. Et puis la troisième façon, c'est de le commander en ligne. Il y a un site de commande en ligne sur Internet où là, vous allez répondre à un auto-questionnaire pour débusquer évidemment si vous êtes à haut risque ou à très haut risque. Et si vous êtes à risque moyen, on vous l'enverra par la poste. La sécurité sociale vous enverra le kit par la poste. Donc c'est relativement facile aujourd'hui pour obtenir le kit. Le kit, une fois qu'on l'a, il faut l'utiliser. Oui, bien sûr. C'est tout simple. Et surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si le résultat est positif, c'est-à-dire il y a des traces de sang qu'on ne voit pas à l'œil nu, le résultat revient positif, surtout, il ne faut pas paniquer. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Il y a un cancer que dans 6% des tests positifs. Okay. Alors vous voyez, c'est très peu. Donc, mais par contre, il peut y avoir des polypes. Vous pouvez avoir des polypes. Donc très simplement, sans paniquer, vous retournez voir votre médecin traitant, vous ne traînez pas quand même. Là, vous prenez un rendez-vous chez le gastro-entérologue qui vous fera la coloscopie dans des délais assez rapides pour avoir la réponse. Vous pouvez avoir une coloscopie normale, il n'y a rien, c'était ce qu'on appelle un faux positif, et vous ne referez pas de test pendant 5 ans, vous êtes tranquille puisque vous avez eu une coloscopie. Vous pouvez avoir des polypes, dans 40 à 60% des cas, on va vous retirer des polypes que vous aviez, c'est des tumeurs bénignes, seulement on va les analyser et on va savoir si c'était au stade précancéreux et auquel cas on vous surveillera par coloscopie après. Donc en fait on change le cours de vie, vraiment. Et on n'a aujourd'hui que 34% des personnes concernées qui font le test. C'est ça qui c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en préparant cette émission ensemble, c'est qu'il y a très très peu de... On disait que le français, en fait, était pas tellement bien éduqué concernant sa propre prévention sur sa santé. Et pourquoi, en fait? Est-ce que vous avez fait une étude? Est-ce qu'il y a eu une étude là-dessus? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les Français ne sont pas aussi, je dirais, attirés pour aller se faire détecter? Après, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'en France, on est encore très, très axé sur le soin et pas encore assez au niveau prévention. C'est pour ça qu'on multiplie aussi nos interventions, nos actions, que ce soit auprès du tout public, des écoles, des entreprises. Enfin, voilà, on est beaucoup sollicité et on voit que ça prend aussi de l'ampleur. Mais il faudra encore du temps. C'est aussi de la prévention, c'est semer des petites graines au fur et à mesure du temps. Il faut être patient, mais en effet, ça demande un gros effort de développement, notamment sur les dépistages. Nous, on le voit au quotidien. Les patients qu'on reçoit qui, grâce au dépistage ou autres, ont une détection vraiment précoce, que ce soit au niveau du cancer colorectal ou du cancer du sein, parfois seulement la chirurgie ou la coloscopie suffit, ou seulement des traitements, on va dire, qui sont plus allégés. Aussi, ça, on le constate. Et quand c'est détecté beaucoup plus tardivement, c'est plus compliqué au niveau de la prise en charge et du pronostic. Donc c'est vrai que c'est vraiment... c'est une grande ressource qu'on a en France et c'est dommage que ça ne soit pas encore assez investi. Donc on appelle à la mobilisation. Oui, que ce soit beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus... c'est pour ça, vous qui peut-être nous regardez en ce moment même, on le disait en préambule, souvent, on a tendance à remettre au lendemain, moi aussi j'irai demain, etc. Et on n'a jamais le temps, en fait, puisqu'on travaille beaucoup, etc. On a beaucoup de choses à faire. Mais là, vous êtes en vacances, pour ceux qui le sont en tous les cas. Peut-être que c'est un temps
où on peut prendre soin de soi, et je pense que c'est un temps qu'il faut prendre justement pour prendre soin de soi, aller voir justement les associations qui vous appuient, qui vous aident justement, et qui va faire en sorte de dépister, comment en tous les cas faire des prélèvements et dépister, profiter de ces moments-là de vacances pour aller rencontrer. Alors c'est toujours le premier pas, on va rentrer, on est sûr qu'on n'a rien, et la peur qu'on a, c'est de sortir en disant j'avais rien en rentrant et je sors, boum. Alors, je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui résonne en moi. Souvent, je dis j'ai rien. Je me sens en pleine forme, j'ai rien. Pourquoi j'irai voir quelqu'un? Pourquoi j'irai? Je fonctionne un petit peu aussi comme ça. Vous voyez, je suis un Français. Voilà, comme. C'est pas bien. C'est les arguments qui sont mis en avant, toujours. C'est un biais de perception, en fait, que les patients ressentent. Tout va bien, je vais bien, je suis en bonne santé, venez pas m'embêter avec ça. Oui. On nous parle du cancer toute la journée. Et parfois, il y a un rejet aussi, parce que soit les gens sont touchés dans leur propre chair ou dans leur famille proche, et donc ils ne veulent pas entendre parler de ces sujets, et on le comprend tout à fait. C'est vrai que ça reste encore tabou. Relativement, moins qu'avant, mais relativement. Qu'est-ce qu'il faut dire simplement? Il y a 430 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France aujourd'hui. On est 68 millions d'habitants. 430 000, c'est pas rien. Il y a encore malheureusement 155 000 décès par cancer. On peut faire reculer la mortalité par cancer. Les traitements s'améliorent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des traitements beaucoup plus efficaces qu'il y a 10 ans. Dans le mélanome, par exemple, l'immunothérapie a révolutionné complètement le pronostic. Les malades, il y a 15 ans, mouraient de mélanome multimétastatique, c'est-à-dire avec des métastases partout. Aujourd'hui, ils ont des métastases, on arrive à les traiter avec des traitements très efficaces, qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Mais pour autant, il faut se protéger du soleil, d'accord. Mais il y a un message simple à faire passer. 40% des cancers, de la totalité des 430 000 cancers, pourraient être évités en adoptant 4 grands principes. Je parle de toute la population. Les 4 principes fondamentaux, c'est ne pas fumer, et si on fume, se faire aider pour arrêter, ne pas consommer d'alcool ou très peu, et là aussi, si on est dans l'excès, on peut faire quelque chose. Avoir une activité physique régulière. Alors le sport est une activité physique, mais il n'y a pas que le sport. Bouger le plus possible. Lutter contre la sédentarité. Et la 4e, eh bien Noélia l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Et si on appliquait ces 4 principes fondamentaux, si l'ensemble de la population le faisait, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national du cancer, on a des études solides qui montrent que 40% des 430 000 cancers pourraient être évités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter 60% des cancers. D'accord. Et pour ceux qu'on ne peut pas éviter, au moins pour ceux qu'on dépiste, puisque le sein, c'est 60 000 nouveaux cas chaque année, le côlon, c'est 45 000 nouveaux cas chaque année. Pour ces 2 cancers-là, on a déjà des dépistages efficaces, mais il faudrait qu'il y ait un taux de participation suffisant. Et ce n'est pas le cas encore. Et ce n'est pas encore le cas. 54% des femmes font une mammographie tous les 2 ans, et tant mieux, mais l'objectif, c'est 70%. On n'en est pas encore à 70%. 34% font le dépistage du colorectal. Il faudrait 45, voire 65% de participation. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aux Pays-Bas, ils ont 70% de participation pour le dépistage du cancer colorectal, et au Pays Basque espagnol, 68%. Est-ce qu'on est si différent que les Basques espagnols? Non, mais il faut croire que oui, quand même. Parce que la différence est quand même énorme. Et en plus, entre 2 pays. Le kit dont on a parlé tout à l'heure est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Il n'y a pas un centime qui est demandé aux patients. Oui, d'accord. Okay. Vous vous rendez compte ? Tout est mis en place pour effectivement faciliter la démarche. Mais et c'est pas faute d'en parler tout au long de l'année. C'est vraiment pas faute. Vous êtes sur de multiples actions là où on vous demande d'être. Vous êtes, que ça soit dans des grands événements comme les Foulées Roses qu'on peut voir de temps en temps derrière. C'est un événement important où les gens viennent nombreux avec ces maillots roses et puis voilà, et cette prévention qui est faite et tout ce travail qui est fait et organisé pour justement encourager les... Et là, il y a du monde. Et puis, il y a aussi dans les petites communes. Vous êtes aussi dans les petites communes. On va justement parler d'une petite commune. On va voir un petit reportage sur la commune de Noé où vous étiez présent, justement, avec un petit stand sur lequel vous avez fait de la prévention. Et c'est important aussi d'être au cœur des petites communes pour pouvoir justement faire de la prévention.
Eh ben, oui, tout à fait. On essaie vraiment de couvrir tout le territoire. L'idée, c'est d'être, dans les villes principales, mais de ne pas du tout desservir les petites communes à côté qui s'engagent de plus en plus. Ça, à travers les grandes manifestations ou les plus petites qu'elles organisent et qu'elles renouvellent en général. Par exemple, la commune de Noé renouvelle sa manifestation pour cette année, pour Octobre Rose, mais à travers aussi différents projets. Nous, on mène avec l'association Tabagir le projet des espaces sans tabac. Alors, voilà, ça peut rentrer dans le cadre du mois sans tabac, en effet, mais c'est les communes de Lyon qui s'investissent pour protéger la santé de leurs administrés aussi, préserver l'environnement, voilà, pour différents sujets. Mais ils mettent en place des espaces sans tabac aux abords des écoles, par exemple, de leur commune ou des parcs ou des lieux sportifs. Et c'est vrai qu'il y a quand même un grand engagement, notamment des petites communes de Lyon. Ça, on le voit et ça permet de les sensibiliser aussi. Eh ben, je vous propose justement de regarder un petit sujet, un petit sujet, il n'y a pas de petit et gros sujet, donc on va regarder ce sujet qu'on a réalisé justement en votre présence à Noé, justement sur la période Octobre Rose. C'est parti. Le cancer du sein, on devrait dire les cancers du sein. En 2023, l'Institut national du cancer prédit à peu près plus de 61 000 nouveaux cas chez les femmes en France, ce qui représente la première cause de cancer, tout cancer confondu. Alors l'avantage, entre guillemets, c'est que la mortalité régresse d'année en année et grâce à deux choses très importantes. D'un côté, le dépistage précoce, le plus précoce possible de la maladie, et de l'autre, l'amélioration des traitements avec des traitements de plus en plus ciblés, personnalisés. Donc moi je m'occupe principalement du dépistage organisé en santé publique qui consiste à inviter toutes les femmes à partir de 50 ans à faire une mammographie de dépistage tous les 2 ans couplée à un examen clinique. Avant 50 ans, le cancer du sein existe puisque 25% des cancers du sein ont lieu avant 50 ans. Mais la moitié des cancers du sein, les 61 000, sont détectés entre 50 et 74 ans. C'est pour ça qu'il y a ce programme de santé publique depuis 2004. Alors l'autopalpation doit être enseignée à toutes les femmes dès leur plus jeune âge et doit être effectuée tout au long de leur vie, ce qui leur permet d'être très attentives à leur corps et à la modification des seins, puisque lorsqu'un cancer du sein apparaît, au début, il ne donne aucun symptôme. C'est tout petit. Et puis quand c'est tout petit, au fil du temps, ça peut grossir et donner une boule visible ou une rétraction visible, mais bien avant, ça peut éventuellement être détecté. Et la mammographie à partir de 50 ans est un test de dépistage très intéressant parce qu'elle permet de détecter indirectement des toutes petites lésions. Je voudrais m'adresser aux femmes en bonne santé, à toutes les femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont jamais connu la maladie, fort heureusement, et leur dire que même si elles adoptent une hygiène de vie parfaite, en faisant de l'activité physique régulière, en ne fumant pas, en ne buvant pas d'alcool et en mangeant très équilibré, elles ne seront pas forcément à l'abri complètement du cancer du sein et que vraiment il ne faut pas négliger le dépistage. Voilà. Et quand on envoie nos courriers d'invitation, je pense que c'est une chance de sauver des vies et il ne faut pas rater cette chance-là. Mais je conclurai en disant que pour moi, Octobre Rose, c'est toute l'année. Octobre Rose, ça devrait être toute l'année. C'est comme ça que vous concluez ce reportage qu'on vient de voir, effectivement au cœur de ce village de Noé. Mais oui, ça devrait être toute l'année. Parce qu'en fait, Octobre Rose, tout le monde parle du cancer du sein, du dépistage, de la recherche. C'est formidable, hein, tout ce qui est fait. Ces manifestations publiques sont formidables. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que c'est toute l'année, en fait. Hein. Le cancer du sein, c'est toute l'année. Donc le dépistage, c'est toute l'année. Alors ce qui est assez, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a le mois sans tabac qui est tout de suite ou avant ou après Octobre Rose. Pourquoi en fin d'année pourquoi en fin d'année on se dit tiens voilà on va faire, et pourquoi ça serait pas en plein été? Pourquoi ils ont décidé, parce que je dis pas vous avez décidé, pourquoi ils ont décidé de les faire en fin d'année? Est-ce qu'on se rapproche de Noël et c'est un moment où on partage plus ou... Ça, je ne sais pas, mais il faut savoir qu'il y a des campagnes un peu tout au long de l'année. Vous voyez, pour le mois de septembre, c'est Septembre en or, par rapport au cancer notamment pédiatrique. Juin vert pour le cancer du col de l'utérus. Voilà, on a Mars bleu, bien sûr, pour le dépistage du cancer colorectal, dont on parle
moins, mais on essaye vraiment justement d'en parler de plus en plus et que ça soit de plus en plus connu. Mais voilà, je ne sais pas l'explication exacte, mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment des mois dédiés tout au long de l'année. Voilà. Et il faudrait qu'on en parle autant que Octobre Rose ou le mois sans tabac. Exactement. Même si aujourd'hui, déjà c'est bien, il y a une progression quand même qui est énorme, parce qu'on retient Octobre Rose, cancer du sein, voilà, on retient le mois sans tabac. Mais c'est vrai qu'après, il faut le distiller. Quel est votre avis justement sur ce sujet? Tout à fait. Alors, c'est des campagnes médiatiques. Alors, pourquoi en octobre? Probablement, il y a plusieurs raisons qui expliquent. Souvent, c'est après les vacances. C'est au moment de l'automne, le moral peut être un petit peu en baisse, il y a eu la rentrée, la reprise, et c'était un bon moment pour redynamiser, pour avoir des dynamiques de groupe. Et le temps est en général encore un peu clément, enfin bien que ce soit plus aléatoire maintenant. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a plein de raisons qui ont fait que c'était octobre qui avait été choisi il y a plus de 20 ans pour faire cette médiatisation sur le cancer du sein. Mars bleu après est venu parce qu'il fallait bien trouver un mois pour le cancer colorectal, mais pour l'instant Mars bleu est très peu connu. Oui, vous voyez, j'en entends très peu parler. Vous voyez, 61 000 cas de cancer du sein chaque année, 45 000 cancers du côlon. Donc c'est quand même pas rien. C'est le 3e cancer incident, donc c'est important. Mars bleu, on fera une action sur Mars bleu ensemble, si vous le voulez bien. On peut faire des actions. Alors c'est vrai que c'est moins porteur, peut-être. Oui, c'est vrai que voilà, vous voyez, déjà on est dans le on n'aime pas trop. Et pourtant. Absolument. Est-ce que c'est aussi des moments aussi où on récolte des fonds justement pour permettre de financer vos associations et surtout évidemment la recherche? Ah oui, complètement. Ces manifestations, souvent, sont organisées dans le but de reverser des fonds aux associations, par exemple les Foulées Roses, le Sénonais en Rose, et ça permet vraiment de pouvoir allouer ces sommes au financement de la recherche contre le cancer du sein. Là, en l'occurrence, pour les Foulées Roses, c'est exactement le cas. Tout ce qui est reversé à la Ligue contre le cancer de Lyon est attribué à des projets de recherche régionale et ou nationale contre le cancer du sein. Mais ça peut aussi nous aider à nous soutenir sur nos autres missions, que ce soit au niveau de la prévention, de l'accompagnement des personnes malades. On a évoqué différents soins de support qu'on propose pour les personnes touchées dans le département et leurs proches. Ils sont financés grâce aux dons principalement. Alors, on a une subvention de la sécurité sociale, mais majoritairement, notre budget est grâce aux donateurs de Lyon. Le CRCDC n'est pas financé par les dons, il est exclusivement financé par des subventions, notamment de l'ARS. D'accord. Donc nous ne sommes pas financés par les actions médiatiques. Nous les soutenons, nous les reportons, nous y participons, mais nous n'avons aucun intérêt financier direct. La Ligue contre le cancer, ce qu'il faut souligner, ce qu'a dit Noélia, c'est que la Ligue qui récolte beaucoup de dons va en redonner beaucoup à la recherche. Et va en redonner aussi, bien sûr, pour les soins de support dont elle a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est une prise en charge unique. Les soins dits de support ne sont pas des soins anodins. Certes, les chimiothérapies sont très importantes, les immunothérapies aussi, la chirurgie, la radiothérapie, c'est très important dans les cancers. Mais les soins de support viennent en plus et ils ne sont pas anodins. Ils sont vraiment très utiles. Et pouvoir les financer par ces actions, lors d'Octobre Rose, Mars Bleu, c'est très important pour les patients et leurs familles. Évidemment. Voilà. Et des dons, vous pouvez en faire évidemment toute l'année. N'attendez pas à la fin de l'année, même si c'est un moment où effectivement on est un peu plus... Et aussi en étant bénévole, voilà. Ça c'est important de le préciser aussi, parce que souvent effectivement on se dit moi j'ai pas les moyens, mais si vous avez les moyens de votre personne pour venir justement renforcer. C'est possible et on les accueillera avec plaisir. Très bien, on va mettre évidemment, où vous les avez peut-être déjà vus, les liens, les adresses, les numéros de téléphone, n'hésitez pas, vous les aurez aussi sur tous nos réseaux, et puis si vous voulez un renseignement, vous appelez directement justement les structures dont on a parlé aujourd'hui, ou vous nous appelez nous directement et on vous enverra évidemment avec les bonnes coordonnées, que ce soit du docteur ou de vous. Voilà. Vous travaillez aussi en dehors du cancer ou uniquement concentré sur cette partie-là? Oui, non du tout. Pour le coup, je suis salariée de la Ligue. Donc, je ne suis pas libérale ou je n'ai pas une autre activité à côté. Mais certaines de nos psychologues qui sont en plus petit temps ont d'autres activités à côté. Ok, donc c'est important de le préciser. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire de l'éducation physique, mais pas que. Tout ça, ce sont quand même des moments dans la vie assez festifs.
qui ont des répercussions dont on vient de parler, etc. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait petit à petit effacer ces moments-là. Souvent, il y en a. Alors, moi, on en a parlé tout à l'heure. Je suis un fumeur, j'ai du mal à m'en séparer, il va falloir qu'on travaille ensemble, docteur, il va falloir que j'aille voir, etc. Ça fait un petit moment que j'essaye de m'en débarrasser, mais c'est pas évident. Mais tous ces petits moments-là, c'est comme des moments festifs où les jeunes, les moins jeunes, aiment bien ces moments-là, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que c'est comme les rayons. Vous voyez, on parle du rayonnement, des rayons X, des rayons nucléaires. On dit, le corps enregistre tout ça. Et puis, ça provoque des cassures de notre ADN. Eh bien, votre tabac, c'est la même chose. Votre corps enregistre tout au long de votre vie. Et si vous continuez de fumer jusqu'à 90 ans, bien sûr, certains fumeurs peuvent vivre longtemps, mais l'immense majorité vont avoir des ennuis de santé provoqués par ça. Parce que l'organisme va retenir des cassures. Des cassures de l'ADN, ce qui est dans le noyau de nos cellules. Et donc, en fait, on peut vivre en fumant, certes, mais on peut vivre aussi sans fumer. Et on peut avoir des moments festifs sans fumer, et on peut avoir des moments festifs sans boire. Ça arrive. C'est ce que je voulais entendre. On peut aussi avoir des moments festifs. Et il ne faut surtout pas retirer les moments festifs, bien sûr. Oui, on n'est pas là pour stigmatiser, diaboliser, c'est pas du tout ça, mais c'est d'accompagner en fait les personnes pour aller vers une hygiène de vie plus saine qui leur correspond. En fait, on les conseille par rapport à leur quotidien, leur environnement, c'est personnalisé, c'est au cas par cas, mais l'idée c'est d'aller vers. Voilà. J'allais dire même question pour vous, mais alors c'est quelqu'un qui tombe malade malheureusement, qui est un carnassier, qui adore la viande. À un moment, vous allez lui dire, ça va falloir arrêter. Alors, pas arrêter. Non, oui, pas arrêter. Moi, le mot interdit, c'est très rare que je l'emploie. D'accord. Mais malgré tout, bien sûr, qu'il faut informer quand même des risques, de l'excès aussi. Et de se dire, voilà, actuellement, c'est votre consommation. Est-ce qu'on peut peut-être varier de façon à en manger? Il en faut un peu pour l'organisme, mais moins, peut-être. Et souvent, ça prend un petit peu de temps. Oui. Les habitudes mettent du temps à faire évoluer. Mais je le vois, ça évolue, heureusement. Ça évolue, chacun a son rythme. Des personnes qui quittent le bureau peuvent appliquer très rapidement les conseils avec une prise de conscience directe. D'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps, mais on voit les intérêts, et même en prévention des risques de récidive. Ça, il faut le dire aussi. On le sait, par exemple, on a beaucoup parlé du cancer du sein, mais que le surpoids et l'obésité est aussi un facteur de risque de récidive. Donc, c'est vrai que voilà, de l'entendre, moi je le formule souvent comme ça, c'est finalement rajouter une carte en main, en fait, en plus pour lutter contre les récidives. C'est vraiment le voir comme ça, comme un plus, mais qui peut vraiment jouer en leur faveur. Eh bien, j'espère qu'en tous les cas, cette émission vous a aidé à mieux comprendre pourquoi il est important de se faire dépister. Peu importe, soit le côlon, que ce soit d'autres, le sein, etc. Mais n'hésitez pas, en tous les cas, voilà, à prendre le temps de prendre soin de vous et des autres en même temps. Vous avez une caméra, docteur, qui est là. Si vous avez un dernier petit mot, justement, face caméra, à leur dire pourquoi, rapidement, ou les inciter à aller se dépister, n'hésitez pas. Allez-y. On reçoit beaucoup de sollicitations par téléphone, par courrier. Mais si vous recevez un courrier de l'assurance maladie vous invitant à vous faire dépister, sachez que ce courrier peut vous sauver la vie. Donc ne le jetez pas, vraiment. Merci à vous. Et puis pareil, si vous avez des conseils à donner, je vous en prie. Si vous êtes touché par le cancer ou bien aidant, vous pouvez nous contacter au comité de Lyon de la Ligue contre le cancer. On est présent physiquement sur Auxerre et on a un espace Ligue de sens où on peut vous accompagner. Si vous souhaitez aussi nous soutenir, vous pouvez faire un don, mais aussi vous investir dans notre équipe en étant bénévole. Vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Néolia Trémaux. Merci à vous d'être venu jusqu'ici pour nous parler de tout cela. Merci à vous Stéphane Cornelis, médecin. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Et puis n'hésitez pas à revenir au moins une fois ou deux par an pour en remettre encore une couche. Voilà. Voilà, pouvoir échanger de ces sujets importants. Et bien sûr, on pourra effectivement évoquer d'autres sujets qui aient du même
de la même cochonnerie du cancer que ça peut être, évidemment. Et puis merci encore à Franck Chauffournet du Leclerc de Saint-Denis-les-Sens, qui chaque année aussi, en dehors d'Octobre Rose, fait un événement qui s'appelle Courir, pédaler et marcher. Marcher, courir, pédaler pour lutter contre le cancer, qui est un événement qui pareil grandit chaque année. Et aussi, c'est des fonds qui sont reversés, évidemment, à la Ligue contre le cancer. Exactement. Voilà, c'est important. Et vive évidemment les foulées roses. Il faut encore et encore faire de la prévention, faire des événements pour prévenir. Et ça, c'est important. Merci, docteur. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine émission où ça sera un tout autre sujet. Mais encore une fois, vous êtes en vacances, profitez-en pour prendre soin de vous. Ciao, bye bye.